Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir dans l'entretien du jour le vénérable Vassiriki Diaby, sénateur de la région du Kabadougou en Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir, cher frère. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, on parlera de l'actualité politique en Côte d'Ivoire avec en ligne de mire la présidentielle en octobre prochain. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce scrutin? Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Écoutez, c'est un secrétaire général du groupe parlementaire RHDP assez serré, avec un président Alassane Ouattara qui rassure, avec un RHDP qui a préparé des élections, qui a participé à des révisions de la liste électorale, qui n'a pas pris 10 ans, 15 ans en train de boycotter des opérations de révision de la liste électorale, qui est aujourd'hui un parti qui a gagné avec brio les dernières élections municipales de 2023, qui a remporté les dernières élections sénatoriales de 2023 également, qui est serein, qui attend impatiemment les élections d'octobre 2025. Un parti serein, vous dites, pourtant l'opposition considère que vous vouliez écarter certains cadres de la vie politique, notamment Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, Chablé Goudé, Guillaume Soro. Est-ce que finalement le RHDP n'a pas peur de son opposition en fait? Non, pas du tout. Écoutez, le RHDP n'a pas peur de l'opposition dans la mesure où vous citez des personnalités qui n'ont jamais, même pour certaines personnalités qui n'ont jamais été élues en Côte d'Ivoire, qui n'ont jamais été candidats, qui n'ont jamais été maires, qui n'ont jamais été députés. Qui ont été ministres, qui ont occupé des responsabilités. Qui sont des postes de nomination, qui ne sont pas des postes sélectifs. Ce que je vais vous expliquer, ces personnes ont montré par leur manière de faire qu'elles sont novices en politique et leurs résultats sont là. Vous avez quelqu'un comme Tidiane Thiam, qui est le président du PDCI, oui, qui est élu à la tête du PDCI, qui fait semblant d'avoir ignoré, de mon point de vue, les tests et la constitution ivoirienne, qui savait qu'il devait prendre certaines dispositions à son niveau avant d'être candidat. Et qu'il ne les a pas prises depuis décembre 2023, qui savait qu'il devait être à la tête du PDCI et qu'il devait également porter le PDCI en tant que candidat de ce parti politique, qui même confirme cette illégalité, illégitimité à être candidat à travers une reprise des élections du PDCI. Par la reprise des élections du PDCI, il a confirmé à l'opinion internationale et nationale qu'il avait été mal élu à la tête du PDCI. Comment voulez-vous que... Mal élu, quand même. Je dirais mal élu, mais pourquoi, selon vous, pourquoi est-ce que les élections ont été reprises? Parce qu'il y avait un petit doute sur les critères d'éligibilité. Ce n'était pas un petit doute, c'est un grand doute. C'est un grand doute dans la mesure où le PDCI n'est pas la Côte d'Ivoire. Oui. C'est-à-dire qu'au PDCI, c'est un parti politique. Vous pouvez ne pas respecter les règles du PDCI. Vous pouvez décider à quel moment organiser des élections plusieurs fois dans la même année. Mais la Côte d'Ivoire, la République, a des règles. Vous ne pouvez pas décider d'être présent sur la liste électorale quand vous voulez et demander qu'on puisse organiser de façon spéciale une révision de la liste électorale pour vous permettre d'être candidat après avoir tardivement renoncé délibérément à la nationalité française. La demande de la révision de la liste électorale, elle ne date pas d'aujourd'hui et c'est une obligation pour la CEI de faire chaque année une révision de la liste électorale. Pourquoi la majorité présidentielle s'obstine à refuser cet argument-là? Justement, vous dites que chaque année, vous n'avez pas dit avant les élections. Mais on ne s'entraîne pas après le match. Ce que je veux vous expliquer, c'est que la révision de la liste électorale n'est pas liée à une élection présidentielle, n'est pas liée à une élection législative. La révision de la liste électorale se fait chaque année. Mais ceux qui demandent aujourd'hui, qui réclament la révision de la liste électorale, demandent purement et simplement la violation de notre Constitution. Pourquoi? Parce que simplement, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes à 2 mois des élections présidentielles. Oui. Violer la Constitution, cela s'explique par le fait que la liste électorale définitive doit être publiée 3 mois avant l'élection présidentielle. Mais si on avait fait la RLE avant, mais si on avait fait la... problème. Mais en fait, depuis janvier, puisqu'il y a l'argent qui est disponible, qu'on sait qu'il y a des élections qui arrivent en octobre, pourquoi on ne fait pas la révision de la liste électorale? Parce que la révision de la liste électorale n'est pas une question d'individu, n'est pas une question d'échéance électorale, mais c'est une organisation qui est claire. Vous savez,
en juin 2024, une sorte de mise à jour. En juin 2024, les élections, la révision de la liste électorale, au-delà de la révision de la liste électorale, c'est un processus qui part qui est parti pour la dernière RLE de juin à octobre. C'est un long processus qui permet de prendre toute une étape, toute une série d'activités en compte. Mais quand vous voyez que l'opposition a négocié, parce que l'opposition estimait en juin ne pas être suffisamment prête, c'est l'opposition qui a négocié auprès de la CEI pour que ces élections, la dernière révision soit décalée. Et c'est ce qui s'est produit. Mais écoutez, tout cela... Et la même opposition demande RLE maintenant. Mais on fait pas... Le gouvernement n'est pas disposé à... C'est pas le gouvernement à ce niveau. Ce que je vais vous expliquer, la commission... Et c'est un faux débat. Pourquoi je vous dis que c'est un faux débat? Nous avons une liste électorale actuellement. Vous avez boycotté des élections, je parle de l'opposition. Vous avez boycotté des révisions de la liste électorale. Vous avez boycotté des élections pendant pratiquement 15 ans. Donc, vous pensez que... Ils étaient aux dernières élections législatives, aux municipales, l'opposition a participé. Raison. Je pense que l'opposition veut participer aux élections, clairement, mais les conditions qu'elle propose ne sont pas entendues. Vous avez vu la marche à Yopougon la dernière fois? Quel est votre regard sur tout ça? La marche à Yopougon, oui. Écoutez, Yopougon est une commune qui est dirigée par un maire RAGP. Oui. Yopougon, la marche de Yopougon, je le disais tantôt, est la preuve de la grandeur d'un homme, le président Alassane Ouattara. Vous comptez aujourd'hui du bout du doigt les présidents aujourd'hui qui, avec toute la popularité, toute la capacité politique, permettent que ces marches soient organisées sans qu'il y ait de blessures, sans qu'il y ait de gravures, sans qu'il y ait de blessés, sans qu'il y ait de morts. C'est à la fois c'est aussi un mérite du président d'avoir permis cette manifestation, mais c'est aussi une opposition peut-être responsable et sérieuse. Bon, écoutez, responsable et sérieuse, ce n'est pas l'opposition qui détient les gâchettes. La responsabilité vient du fait que le président Alassane Ouattara ait donné des consignes fermes pour que de façon démocratique, de façon pacifique, que cette opposition puisse s'exprimer à Yopougon. Et Yopougon est une commune RAGP. Les militants RAGP sont plus nombreux que les militants du PPACI ou du PDCI. Vous avez les chiffres? Écoutez, quand vous parlez des chiffres, je dis que les indicateurs, c'est plutôt des élections. Oui. Les dernières élections à Yopougon ont vu la participation du PDCI, oui. ont vu la participation du PPACI, ont vu la participation du RAGP, et le RAGP a remporté les élections. Donc, il n'y a pas plus chiffre crédible que ça. Non, mais ce n'était pas une victoire aussi assez écrasante, sachant que... Non, mais c'est une victoire. À Yopougon, il y a aussi des députés PDCI et PPACI. J'ai dit la dernière élection, parce que, comme vous le dites, le corps électoral bouge. La dernière élection, les élections législatives dont vous parlez, c'est en 2021. Mais je vous parle d'une élection plus récente de 2023, des chiffres de 2023. Vous êtes d'accord avec moi que les mêmes députés que vous citez ont participé à ces élections? Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, et ont été battus par le RAGP à Yopougon, qui est supposé être Yopougon de Laurent Gbagbo. Donc, cette marche qui s'est produite dans un quartier, sur 1,5 km, écoutez, vous ne vous posez pas la question du stade de Bimpé. Qui a dû sûrement les perturber. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, aujourd'hui, nous allons aux élections présidentielles. Aujourd'hui, nous attendons activement d'avoir en face de nous des candidats qui veulent compétir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'absence d'opposition, je dis l'absence d'opposition, parce que Laurent Gbagbo n'est pas candidat, Tidjane Thiam n'est pas candidat. Donc, ils sont déclarés les candidatures, mais ils sont simplement inéligibles. On attend la décision du Conseil constitutionnel, c'est vrai qui pourra trancher finalement. Bon, moi, je ne suis pas expert, mais je sais que quand on n'est pas électeur, c'est quand même utopique de penser être candidat quand on n'est pas électeur. Et ces deux personnalités ne sont pas électeurs. Mais je vais plus loin. Un parti politique, c'est un système. Ces partis politiques ont la possibilité de nous présenter des gens. Et toutes les élections, les dernières élections municipales, ont vu la participation du PPACI. Oui. Mais le PPACI n'a pas plus de... Sur 200 maires environ, le PPACI n'a pas plus de 4 maires en Côte d'Ivoire. Le savez-vous? Aux dernières élections sénatoriales, mais constituées... Ils disent pour la présidentielle,
inscrivez-leur sur la liste et on verra si effectivement le RHDP gagne en C'est pas le majesté. rôle du RHDP d'inscrire quelqu'un sur une liste Non, mais électorale. un dialogue politique est ouvert aujourd'hui à la fois au niveau entre le Cap Côte d'Ivoire et le RHDP. C'est déjà bien ou pas? On peut trouver un chemin là aujourd'hui. Il y a eu ces problèmes en Côte d'Ivoire, même sur le cas du président Ouattara aussi, qui a bénéficié d'une largesse du président Ouattara pour être candidat à l'époque. Oui. Donc, pourquoi le pouvoir actuel n'est pas favorable à un dialogue tel que le demande l'opposition? Je n'aime pas prendre la situation de cette crise de la rébellion parce que quand vous dites qu'il a eu les largesses du président Laurent Gbagbo, il n'y a pas eu de largesse. Il n'y a pas eu de largesse. Il y a eu une injustice. Non, il n'avait pas le choix en fait. Il aurait pu... Il y a eu une injustice qui a été réparée parce que c'est le même Laurent Gbagbo qui a dit que cette loi avait été faite contre Alassane Ouattara lors du forum. C'est le même Laurent Gbagbo qui l'avait dit. Mais on ne fait pas une loi contre une personne. Pour régler des comptes contre une personne. Donc, il n'y a même pas eu de largesse. C'est simplement une disposition qui permet aux citoyens de porter le choix. Mais il y a des personnes qui ont été victimes de certaines situations de crise, après la crise, qui, dans le cadre du respect des tests, aujourd'hui n'ont pas la chance de peut-être se plaindre. Certains sont décédés. Mais aujourd'hui, on applique des tests, on applique la loi et on veut que ça soit sur mesure parce que X ou Y ne veut pas être candidat. Pourquoi je vous disais que nous sommes rassurés? Prenez l'ensemble de ces partis. Vous avez aujourd'hui le PDCI. Le PDCI, la force que le PDCI avait. C'est pour cela que j'ai dit que nous sommes sereins. La force que le PDCI avait sous feu Bédier. Mais si le PDCI n'a pas pu effrayer le RHDP, ce n'est pas actuellement que le PDCI va le faire. Ce n'est pas un PDCI émietté où on a plusieurs factions au niveau du PDCI. Monsieur, il a fait un sondage. Vous avez vu son sondage au parti d'Antiam? Bon, vous avez bien dit que ce monsieur a fait un sondage. Monsieur Diaby Vassili qui peut faire son sondage. Ça n'engage que ce monsieur. Ce que je veux vous dire, le sondage, on a vu beaucoup de sondages en Côte d'Ivoire. On vous dit, il y a eu des élections. Moi, je parle d'une institution, d'un instrument, d'un parti politique qu'on appelle le PDCI, qui, au regard du nombre de parlementaires, je ne peux pas aller sur la base de ces chiffres, au regard du nombre de parlementaires, est un parti d'opposition qui est un parti sérieux, un parti d'opposition sérieux qui a beaucoup de parlementaires au niveau de... Même si cela ne représente pas assez pour pouvoir impacter significativement, mais ils ont beaucoup de parlementaires. Et donc, ce parti, aujourd'hui, est émietté. Vous avez quelqu'un comme Jean-Luc Bion, qui n'est pas dans la même dynamique. Vous avez aujourd'hui, même les marches dont vous parlez, regardez combien sont les élus, même de la ville d'Abidjan, que vous avez vu en première ligne lors de cette marche au niveau du PDCI. Donc, c'est pour vous confirmer que c'est un parti émietté et ce n'est pas un parti émietté qui va effrayer le RHDP. Vous prenez le parti de Laurent Gbagbo, vous avez Awadou Melo, vous avez un Laurent Gbagbo sans Awadou Melo, sans Simone Gbagbo, sans Blé Goudé. Vous pensez que c'est ce parti qui va effrayer le RHDP? Quand je dis effrayer, je parle en termes électoraux. J'ai dit non. Donc aujourd'hui, raison pour laquelle il vous demande les inscrits pour c'est pas le rôle, c'est pas une demande, c'est pas. En fait, le président Alassane Ouattara est un homme d'État. Oui, mais il a mis des institutions. Clairement. Et ces mêmes personnes crient haut et fort qu'il ne faut pas s'immiscer dans des questions de justice. Mais quand vous avez un problème avec la justice et que vous demandez au président Alassane Ouattara de pouvoir régler ça, mais vous lui demandez d'intervenir encore dans la justice, dans les questions de justice. C'est pas nouveau. Pourtant, c'est pas nouveau, mais on ne va pas continuer à faire des anciennes mauvaises pratiques. C'est pas nouveau, on ne va pas continuer à faire des pratiques qui sont pas... De votre côté, vous avez parlé du cas d'Omelo, Jean-Louis Billon, mais au niveau du RHDP, vous ne vous remettez jamais en cause sur l'éventualité de l'après-Ouattara, on a l'impression. Pourquoi encore vous avez porté votre choix sur le président, vu son âge et vu déjà ce qu'il a déjà accompli? Écoutez, moi j'ai la chance d'être le plus jeune sénateur de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et j'ai la chance également d'être le plus jeune membre du Chambre haute du continent. Cela parce que nous avons un président qui pense jeune. La Côte d'Ivoire est le seul pays
où on peut être sénateur à 35 ans. J'ai été élu sénateur à 36 ans. S'il n'était pas là pour nous, les jeunes, les autres pays, pour être sénateur, il faut avoir 45 ans en Afrique. Donc, je prends juste cet exemple pour vous expliquer que nous avons porté notre choix sur le président Alassane Ouattara. Parce qu'au-delà de l'âge que les gens peuvent penser, nous pensons qu'il est jeune dans notre esprit. Parce que l'âge va au-delà de l'âge biologique, c'est des pensées jeunes. Toutes les infrastructures que le président est en train de réaliser, un président qui a transformé notre économie, le produit intérieur brut de notre pays a été multiplié par 3. En 2011, nous étions autour de 13 000 à 14 000 milliards de PIB, produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous avons près de 60 000 milliards au niveau du PIB, c'est-à-dire de la richesse de notre pays. C'est le travail d'un homme, mais aussi d'une équipe. Donc il y a des personnes, logiquement, qui peuvent prendre la relève. Mais justement, j'en viens. Ouais. Ce travail d'un homme, c'est un pacte de confiance que le président a avec nous. La relève, n'est pas dictée par l'opposition ou la relève, lorsque les citoyens ne sont pas d'accord avec lui, ces citoyens iront exprimer dans les urnes. Les dernières élections nous ont rassuré que sa vision nous sied et c'est à notre demande. Quand je dis à notre demande, je ne parle pas du parti, je parle de la jeunesse du parti. C'est à notre demande que nous avons estimé qu'il avait encore beaucoup à apporter. Vu la situation sécuritaire de la sous-région, je vous cite, je n'aime pas faire de comparaison, mais prenez le cas du Burkina Faso. Moi, j'ai des amis au Burkina Faso qui m'ont dit clairement qu'ils veulent du changement. J'ai demandé à certains, mais vous êtes en train de manifester que Blaise doit partir, le président Blaise Compaoré doit partir. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, Diaby, depuis que je suis né, je suis jeune, j'ai vu qu'une seule tête comme président, je veux voir une autre tête. Je ne veux plus voir de Blaise Compaoré à la tête du Burkina Faso. Il dit, ah ben, c'est bon, c'est votre volonté, c'est bien. Mais après le départ de Blaise, du président Blaise à la tête du Burkina, je ne sais pas comment il faisait pour avoir cette stabilité au niveau de ces pays. Nous avons eu l'accord de Ouaga à Abidjan, l'accord de Ouaga à Lomé. Toutes les crises, on avait des accords de Ouaga. C'est la preuve que c'est un indicateur de stabilité du Burkina. Pour pouvoir apporter, faire des accords ailleurs, là où il y a des problèmes, ça veut dire qu'il faut toi-même d'abord être en paix. Mais après son départ, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que la situation sécuritaire s'est détériorée dans son pays, avec des régimes qui se sont enchaînés. Aujourd'hui, nous, en Côte d'Ivoire, nous jeunes, nous estimons que le climat politique, sociopolitique de la sous-région ne nous permet pas pour le moment de nous défaire de notre excellent président, qui a un carnet d'adresse, qui a une expérience, et nous lui avons demandé pardon pour qu'il puisse accepter d'organiser lui-même cette transition générationnelle, et c'est ce qui va se faire. Finalement, RHGP, après Ouattara, c'est le chaos, on a l'impression. Bon, je suis rassuré que vous ayez dit que c'est une impression. Et malheureusement, vous n'êtes pas au RHGP pour comprendre que c'est effectivement juste une impression. Non, après Ouattara, c'est Ouattara. Vous savez, quand j'ai dit... C'est un autre? Après Ouattara, c'est Ouattara. Ça allait donner je vous des explique. Indices, on dirait. Oui, quand j'ai dit après Ouattara, c'est Ouattara, je ne donne pas d'indices, mais je veux vous rassurer que, vous voyez, Alassane Ouattara est le seul qui a porté, vous verrez rarement en Afrique, un parti politique qui porte le nom d'un individu. C'est-à-dire que sa vision, la vision d'Houphouët-Boigny, se retrouve en Ouattara. C'est pour ça qu'il a créé le RHGP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il était une coalition à l'époque, aujourd'hui qui est un parti. Qui devient une coalition. Enfin. Oui, une coalition qui est devenue un parti unifié. Oui. Vous avez des cadres qui ont... Sans le PDCI. Oui, vous dites sans le PDCI. Vous me direz que Aoussou Diano n'était pas directeur de campagne en 2010 pour le compte du PDCI avec Amadou Bon. Aoussou Diano est avec Alassane Ouattara. Oui, mais aujourd'hui, ils ne sont plus PDCI. Adjoumani. Mais c'est ce que je vous explique. Vous avez dit sans le PDCI. Mais le PDCI dont vous parlez, mais le PDCI au RHGP. Le PDCI au RHGP.
Vous n'allez pas me dire qu'Adjoumani n'a jamais été au PDCI. Et il a été, mais il ne l'est plus. Mais il est venu parce que ensemble, ils ont décidé de venir. Donc c'est le PDCI qui a lâché. C'est pas plutôt... Eux, ils n'ont pas lâché le PDCI. C'est le PDCI qui a lâché sa propre décision, qui est revenu sa décision pour des questions de personnes. Par exemple, laquelle vous gardez le logo du parti dans votre... On ne garde pas le logo, c'est une entité. C'est une entité unique. Le logo, ce n'est pas, un rassemblement, c'est une image de notre parti. Mais il n'y a plus le PDCI, autant retirer le logo du PDCI RDA alors. Mais ce que je vous explique, donc vous nous demandez alors de retirer, de demander à ceux qui sont venus, au président Bédié qui a donné son accord ensemble pour ça, oui, non, qui a donné son accord. Après. Non mais le logo fait partie de l'histoire de notre parti, que le RAGP, le RAGP. Le logo fait partie de l'historique et des emblèmes de notre parti. Vous pensez qu'un parti d'opposition, aujourd'hui le PDCI, un parti d'opposition, peut nous demander de modifier notre emblème, notre emblème, mais non. C'est comme si demain vous me dites, je prends le cas de certains partis politiques comme, je prendrai le cas du ministre d'État Mabri Touakeuse. Il est toujours membre du RAGP. Non, je vous explique. Non, je vous dis qu'il est sorti du RAGP à un moment donné. Oui. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Donc en ce moment, on aurait dû en ce moment enlever le logo du RAGP, de l'UDPCI dans le RAGP, dans le logo, et quand il revient, on remet. Non, non, je vous dis que le logo, ce n'est pas un rassemblement d'icônes ou d'images que vous voyez. C'est notre emblème, ça fait partie de notre histoire. Et cela, c'est un bloc. Bien. Donc, quel que soit celui qui partira, même si le RDR n'est plus au sein du RAGP, le logo demeure le même parce que tous ceux qui ont paraphé ont signé, mais il n'y a pas de rétroactivité pour ça. Une dernière question sur ce sujet. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, être candidat à la présidentielle, c'est plus un devoir qu'un droit? Être candidat à la présidentielle, c'est plus qu'un devoir. C'est un devoir plus qu'un droit. Parce que je prends le président au mot. Je ne dirais pas. Transcendé par le devoir. Non, je ne voyais pas ça en termes de devoir. Parce que si vous dites un devoir, non, j'en viens. Si vous dites un devoir, vous demandez aux 30 millions d'Ivoiriens d'être candidats. Donc, ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas un devoir, c'est un droit. Le président Alassane Ouattara, actuellement, au-delà de l'aspect candidat normal, entre guillemets, a un devoir vis-à-vis de tout ce qu'il a bâti, c'est-à-dire la nation. Et ce devoir-là, il n'a jamais trahi ce devoir. Oui. Parce qu'il a été élu. Non, je viens. Il a été élu. Trahir ce devoir, c'est de ne pas se soumettre à la décision de la population, à la décision du peuple. Il est candidat aujourd'hui. Parce que toute la Côte d'Ivoire le souhaite. Ben, parce que la majorité de la Côte d'Ivoire le souhaite. Il a plus de 2 tiers. Il a plus de 2 tiers. Je vous dis, allons sur la base des élections. On n'a pas participé à des élections. Oui. Mais il a plus de 2 tiers du Parlement. Ce sont des partis politiques qui désignent leur candidat. Enfin, on n'est plus à l'époque du parti unique. Donc souvent on entend que c'est la majorité des Ivoiriens qui demandent qu'il soit candidat. On a un peu du mal à comprendre. Donc est-ce qu'être candidat en Côte d'Ivoire à la présidentielle, on vous dit la majorité parce qu'au-delà du parti, vous avez des gens de la société civile qui estiment que la situation sécuritaire de la sous-région ne nous permet pas de nous donner le luxe de perdre quelqu'un comme Alassane Ouattara. Ce qui me permet de dire que si demain quelque chose arrivait au président, nous ne le souhaitons pas, la Côte d'Ivoire allait tomber dans un chaos total. Pas du tout, parce qu'il a déjà pris les dispositions pour que nous ne tombions pas dans ce chaos. Une dernière question sur vous. Que représente ce mandat de sénateur que vous avez obtenu il y a quelques années? Écoutez, pour moi, c'est d'abord l'expression et la volonté du président Alassane Ouattara de donner la possibilité à des jeunes d'être à des instances. C'est en même temps une école, une expérience, un honneur pour moi, parce que côtoyer des gens qui sont des sages, en termes d'expérience, qui ont participé, qui ont été membres du gouvernement, pour certains, du premier président Félix Houphouët-Boigny, est une chance que le président... J'ai dit c'est le président du RAGP qui m'a porté, je n'ai pas été nommé, mais comme candidat de son parti.
Donc, j'avais des personnes qui avaient plus de 60 ans, mais il m'a porté comme candidat de son parti. Et cela dénote quand même sa volonté de propulser des jeunes sur la scène et de pouvoir leur permettre de pouvoir marquer l'histoire politique de notre pays. Et quelles sont les thématiques qui vous portent personnellement à cœur, que vous comptez mettre ou que vous mettez souvent en avant dans vos discussions avec vos autres collègues sénateurs? Écoutez, moi, j'ai déjà, je suis à mon second mandat. Ouais. J'ai été d'abord membre de la commission de défense et sécurité lors de mon premier mandat. Et cela m'a permis quand même de mettre l'accent sur les aspects sécuritaires de notre pays à travers certains programmes importants, notamment comme des projets réalisés sur des zones frontalières afin de pouvoir renforcer l'autonomisation des jeunes pour ne pas que ces jeunes soient vraiment la cible des terroristes, la cible en termes d'acteurs utilisés pour pouvoir combattre leur propre pays. Donc l'aspect sécuritaire a été important pour moi. Actuellement, je suis secrétaire de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Cette commission qui, à travers les sessions budgétaires, nous permet de dépulcher et d'analyser l'ensemble des budgets que l'exécutif nous présente. Et cela nous permet de voir que nous avons la chance d'avoir un pays qui monte en puissance à tous les niveaux, économiquement qui monte. Un pays qui aujourd'hui est crédible. Un pays qui aujourd'hui est un modèle sur la scène internationale. Un pays qui donne envie. Vous savez, nous les jeunes, on estime que lorsqu'on prend même juste l'exemple de la CAN, l'investissement que le président a fait, écoutez, à 80 ans, on ne joue pas au foot. Dénote de sa proximité avec les jeunes. 6 stades réalisés en peu de temps, c'est l'une des premières en Afrique. Et organiser la meilleure CAN jamais organisée de tous les temps, dénote de la volonté du président à mettre les jeunes dans leur environnement. Et la Côte d'Ivoire est un pays jeune. Nous avons des gouvernants jeunes. Et... Ils ne sont pas tous jeunes. Hein. Mais je vous dis que la jeunesse va au-delà de l'âge biologique. Ils ne sont pas tous jeunes, mais ils sont jeunes. Parce qu'ils pensent jeunes. Vous avez rarement un pays où vous verrez des programmes spéciaux. PGGouv. En Côte d'Ivoire, on a fait le programme jeunesse du gouvernement. Avec 1 milliard pour chaque jeune là? Non, non. Ça n'a jamais été dit. 1 milliard pour chaque jeune. On a jamais été dit. 1 milliard par jour, ça a été dit. Effectivement, il y a eu 1 milliard par jour. Ah oui? Oui. 1 milliard par jour. Pour les jeunes? Non, on n'a pas demandé. Écoutez bien le discours du président. Vous avez c'est un programme. Et le programme prend en compte le secteur de l'éducation, le secteur de formation. L'ensemble de ces secteurs, le président parle de l'impact budgétaire des actions consenties pour les jeunes. Lorsqu'on recrute des enseignants, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Mais les enseignants ne vont pas enseigner des personnes, des seniors. Les enseignants, ils enseignent des jeunes. Donc le salaire que l'enseignant perçoit fait partie du milliard. Lorsqu'on prend au niveau de l'enseignement professionnel, quand on forme des jeunes au niveau de la menuiserie, de la plomberie, quand on essaie de renforcer leurs capacités, mais la construction du centre de formation fait partie du milliard par jour. Donc c'est l'ensemble des projets consentis pour les jeunes. Qui va à 1 milliard par jour, c'est ça? C'est bien ça, ce n'est pas de l'argent liquide, espèce, 1 milliard déposé quelque part que l'ensemble des jeunes doivent partager. On aurait bien voulu. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes le bienvenu, n'hésitez pas. Merci à la réalisation et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud. Merci, c'est moi qui vous remercie, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Et vous en prie.